avez aussi vu un monsieur comme Maurice Kamto, qui a refusé de renverser le régime Biya par des armes. Sachez-le. Ces rebelles de la République centrafricaine, après l'élection de 2018, avaient bel et bien contacté Maurice Kamto en disant « Nous allons nous servir de toi pour renverser le régime ». Maurice Kamto avait appelé le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele. Et c'est ainsi que le plan avait été déjoué. Maurice Kamto l'a révélé lors d'un de ses discours. On s'est plutôt moqué de lui. On l'a considéré comme le pire des opposants, comme celui qui voulait déstabiliser le pays. Parce qu'en réalité, c'est un opposant qui non seulement a le sang patriote, mais aussi qui connaît ce que l'on appelle la paix, la priorité des priorités pour pouvoir gouverner. S'il n'y a pas de paix, ayez n'importe quel arme, vous ne pouvez pas développer un pays. Et parce qu'en même temps, il a tendu la main à ces régimes en disant « Nous voulons dialoguer ». Ce n'était pas que nous voulons un gouvernement d'union nationale. Comme certains ont subitement jonglé ou alors détourné ces propos à des desseins inavouables parce qu'ils veulent entrer dans le gouvernement. Dans toutes les démocraties, l'opposition et le parti au pouvoir doivent discuter. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que avant chaque décision concernant le Covid ici en France, Macron fait appel à tous les leaders de l'opposition, discute avec son ennemi intime qui est par exemple Marine Le Pen. C'est ça la démocratie. Mais malheureusement, dès que quelqu'un voit Maurice Kamto, il est l'ennemi à abattre. Il est l'homme qui, faut-il le dire, constitue le danger pour notre pays. Il est l'incarnation de la rébellion, de la sécession, de la révolution. Et même quand il tend des mains à d'autres membres de l'opposition, ceux qui prétendent être des opposants deviennent encore beaucoup plus allergiques à Maurice Kamto co-RDPC. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le PCRN de Cabral Libye, on est en passe de se poser des questions. Comment peut-on croire qu'on ne peut pas accepter qu'un membre du PCRN, qui pourtant est un parti de l'opposition, reconnaisse son tort d'être allé à l'élection, aux élections régionales, où d'ailleurs ils ont connu une épuisante défaite. Dans son fort intérieur, bien qu'étant jeune, il a reconnu et il a présenté pratiquement des excuses à Maurice Kamto en regrettant qu'il ne pouvait pas, qu'il avait désobéi. Il aurait été mieux qu'il écoutât cet aîné qui avait une grande vision. Joseph Junior Bion est de cette jeune génération à laquelle nous devons encourager cette main tendue d'une opposition qui doit reconnaître les valeurs, qui doit aussi enlever les barrières entre divers leaders. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition ne connaît enlever qu'une seule barrière, celle de l'opposition pour aller vers le gouvernement, vers la mangeoire. Joseph Junior Bion est donc cet exemple d'une jeunesse qui peut
encore réfléchir, puisque, étant 6e adjoint au maire du 5e arrondissement de Douala, ce monsieur aujourd'hui connaît des sanctions et subit des foudres de son parti, traduit au conseil de discipline, parce qu'il aurait apprécié Maurice Kamto. Et pourtant, le PCRN n'a jamais fait quoi que ce soit pour qu'il soit élu. Bien au contraire, comme il le déclare dans les médias, il a plutôt investi de son argent pour 33 millions à son jeune âge. Entrepreneur. Au lieu d'aller demander au pouvoir en place comme beaucoup d'autres opposants le font, lui au moins investit son argent pour être là où il est là. Aujourd'hui, il a des sanctions, conseil de ceci et cela. Où peut-on aller avec une telle opposition? C'est aussi pour moi et pour la diaspora combattante de féliciter le geste d'un grand député, jouissant d'une notoriété, d'une ancienneté dans l'hémicycle, à savoir Jean-Michel Niche. Voilà le député SDF du parti de Fundi qui, en toute humilité, est venu rendre visite à Maurice Kamto, accompagné par le président régional du SDF du centre. Et ceci à l'issue du congrès qui a été tenu à Yaoundé le 13 décembre 2020. Il a pris ses pieds, l'honorable Nietzsche, pour aller au domicile de Maurice Kamto, lui exprimer sa solidarité après une mise en résidence, une séquestration de 76 jours. Il est venu le saluer et d'ailleurs, il a eu non seulement à lui exprimer l'amitié, mais aussi à dire qu'il fallait une plateforme d'une opposition où au moins il reconnaissait que Maurice Kamto du MRC était fédérateur. Voilà des grands acteurs de notre politique qu'il faut encourager quand ils font bien. Parce que ce que Nietzsche fait aujourd'hui, comme il le dit, c'est après avoir constaté qu'il était sur la même longueur d'onde que Maurice Kamto, qui demandait la révision du code électoral consensuel, la fin de la guerre dans les régions anglophones. Au départ, le SDF rêvassait qu'il pouvait renverser Biya. Mais finalement, tout le temps qu'ils ont passé à l'Assemblée, comme l'UNDP, qui d'ailleurs avait beaucoup de députés, mais ça n'a pas permis que la politique change au Cameroun d'Iota. Et d'ailleurs, lors de son passage dans une chaîne en juillet 2020, c'était à Equinox, l'honorable Nietzsche avait déjà révélé que, effectivement, quand il voit certains députés, dont ceux du PCRN, ils sont des néophytes qui s'agitent encore. Parce que lui, il est là, dans l'Assemblée depuis 15 ans. Mais que, malheureusement, même les députés du RDPC, qui sont majoritaires, ne peuvent pas changer un projet de loi sans l'aval, l'autorisation de la présidente de la République. Ce qui signifie donc que
l'Assemblée nationale du Cameroun n'est qu'une chambre d'enregistrement. Ceux qui nous disaient donc qu'ils sont jeunes, ils sont des loups, qui vont changer ceci et cela. Avez-vous vu quelque chose changer depuis? Rien n'a bougé. L'honorable Nietzsche, de par sa démarche, de pouvoir se rapprocher de Maurice Kamto, a même d'ailleurs fait une déclaration qui est forte, qu'il avait d'ailleurs proposée à Nidjon Fundi de quitter les institutions de la République, dont le Parlement, d'abandonner son RDPC, puisque ça ne sert à rien. Mais le parti n'a pas suivi. Et il a dit qu'il parle en son nom. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul, puisque lui-même, il le révèle, et il y a aussi d'autres cadres du parti qui trouvent qu'il faille absolument abandonner cette coquille vide qui ne sert à rien si lui, pour aller récolter quelques miettes, manger, aller tromper le peuple et dire qu'on est élu du peuple. On n'est pas élu du peuple, on mange seul et on utilise le nom du peuple, c'est tout. Donc, aujourd'hui, nous devons donc encourager de telles initiatives et appeler ceux qui croient au changement de pouvoir encore s'unir pour la vraie opposition, de pouvoir prendre la décision et des initiatives comme celle de l'honorable Nietzsche, qui, faut-il le dire, est l'un des rares opposants aussi à avoir marché. N'oubliez pas qu'avant même la marche de Maurice Kamto, le 26 janvier 2019, c'est d'abord l'honorable Nietzsche qui avait proclamé une marche le 21 janvier 2019 à Douala, laquelle avait été interdite par le sous-préfet du 1er et celui du 5e arrondissement. Mais il avait dit, moi je vais marcher. Il avait été soutenu pour une fois dans cette initiative par le vice-président du SDF, Joshua aussi, qui avait aussi essayé de marcher, mais sauf qu'ils avaient été rapidement arrêtés. Mais, et ils avaient été libérés. Maurice Kamto, par contre, lui, avait été arrêté, et vous connaissez toute la suite. Vous connaissez comment est-ce qu'on a jeté les militants du MRC en prison. Vous connaissez de combien d'accusations ils ont été victimes, comment ils ont été traduits au tribunal militaire. Autant de choses que même quand Maurice Kamto était en prison ou était séquestré, eh bien Nietzsche continuait à dénoncer. Alors que certains membres de l'opposition, tels que le président du BCRN, préféraient plutôt raconter que non, attendez, quand il était ministre, lui-même il avait accepté que ça se passe ici. Mais c'est pour ça que lorsque vous voyez les vrais et les faux opposants, on en arrive à ce qu'il y a aujourd'hui. L'opposition de la trahison. L'opposition de la corruption. L'opposition de la mendicité. L'opposition du pognon. C'est ce qu'on arrive aujourd'hui. Ceux qui disaient qu'ils étaient des opposants, aujourd'hui, ont retourné rapidement les vestes. Ceux qui disaient qu'ils allaient chasser Biya par tous les moyens sont aujourd'hui à la course de Maurice Kamto. Comme si Maurice Kamto dirigeait le pays. En réalité, lorsqu'on va dans l'opposition,
et qu'on a 1000 positions et qu'on n'a surtout pas de pognon, on finit malheureusement comme une sorte de lardon que le RDPC met dans la bouche. Ces opposants aujourd'hui, donc par exemple celui qui est le plus en vogue, à savoir Célestin Diamène, incarne la honte. La honte lorsqu'on écoute les déclarations du journaliste Chantal Roger Tulé. Certains peuvent trouver qu'il peut être incohérent, mais toujours est-il que Célestin Diamène lui-même reconnaît qu'il a eu affaire à ce Tulé et qu'il est même parti de Douala pour venir à Yaoundé. Il avait donc une proposition de 50 millions. Il s'en est sorti environ avec 1 800 000 pour livrer la tête de Maurice Kamto, l'a déposé sur le bio. Et quand on voit de la façon dont il essaie de se défendre aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, c'est quelle opposition. Il a même oublié ce qui étaient ses pires ennemis. Il est parti à Vision 4, accueilli là-bas. Alors que c'est le même Célestin Diamène qui traitait Vision 4 comme la chaîne Mille Collines au Rwanda et demandait sa fermeture. Célestin Diamène, qui habitait avec, et continue peut-être à habiter avec la mère de son enfant, n'a jamais eu un boulot. Et c'est pour cela que, étant à Califourchon et cherchant à se refaire une petite santé financière, est donc obligé d'être happé comme un poisson par un petit appât des deniers publics. Je ne voudrais pas revenir sur toutes les déclarations de Chantal Roger Tulé, mais je voudrais vous dire, ne le prenez pas comme un fanfaron. Dans la mesure où je le connais assez bien. À l'époque, quand bien même j'étais avec lui, Chantal Roger Tulé recevait les coups de fil de la première dame et même de la présidence. Il n'a pas encore cité le nom de certains ministres. Je lui en laisse le temps d'en citer. Donc, quand il sort certaines informations, il y a une bonne part de vérité. Et Célestin Diamène l'a reconnu. Je connais, par exemple, M. Essono, qui a été cité comme ayant participé à une réunion et qui a dit qu'il ne s'agissait pas de négocier pour le pouvoir. En fait, je le connais parce que c'est aussi un brillant journaliste qui a été mon collaborateur quand j'étais directeur de la RTS, qui faisait d'excellents reportages. Et je me dois de dire que de tout le temps où j'ai été avec lui, il n'a jamais été traité dans des magouilles. Il a été professionnel, il est honnête, donc je peux au moins mettre ma main sur le feu et croire en sa version qu'il n'a jamais négocié et qu'il n'a n'ont jamais pris de l'argent. Lui qui aujourd'hui à Canal 2. Peut-être que les choses ont changé derrière moi. On ne sait jamais. Mais je donne juste mon témoignage que je connais ces deux journalistes parfaitement bien. Maintenant, est-ce que Célestin Diamène va donc entrer dans le gouvernement?
Célestin Diamène se voit déjà dans une aventure avec un bureau climatisé comme Jean de Dieu Momo, se voit déjà s'appeler son excellence, se voit déjà avec une belle voiture de service, avec le chauffeur, ainsi de suite. Mais ça risque de se transformer en rêve illusoire. Rêve illusoire parce que beaucoup de politiciens ont cru prendre ce raccourci, mais ont été finalement roulés dans la farine, cocufiés, sucés, détournés et déjoués par le régime. Si les gens prennent l'exemple de Jean de Dieu Momo, c'est uniquement pour sa proximité sociologique avec Maurice Kamto qu'il a été choisi. Biya le fait souvent. Parce qu'il savait que Jean de Dieu Momo, avocat, va aussi occuper un poste et venant surtout d'une zone, de la même zone que Maurice Kamto, allait prendre un poste que Maurice Kamto avait déjà occupé dans le gouvernement, à savoir ministre délégué de la justice. Mais entre-temps, Jean de Dieu Momo n'avait pas un poids politique. Mais Biya l'a utilisé parce que c'était pour détruire Maurice Kamto. Célestin Diamène est en train de rêver beaucoup, en croyant que tout de suite là, ce sera le tapis rouge, oubliant qu'il est aussi Banganté. Banganté, comme une autre, fait déjà un travail énorme de saccage, de destruction de l'image de Maurice Kamto pour Ketia Cortés. Biya, sauf s'il va changer sa manière de positionner ses pions, ne pourra donc pas rapidement faire confiance à Célestin Diamène, qui n'a pas un poids politique. Je rappelle bien un poids politique, ni encore ce qu'on peut dire un poids de nuisance sur l'image ou le parti de Maurice Kamto en dehors de ces déclarations tapageuses, orageuses, qui d'ailleurs vont s'envolent d'ailleurs comme du vent, puisque ça n'a aucun effet. Si Biya avait pris les gens comme les Dakolé, si le Biya avait pris les Issa Chiroma, c'est parce qu'ils représentaient quelque chose au nord et il y avait aussi une assise, tout comme les Bello Bouba. Donc ils avaient des députés. Mais pour Diamène, ça risque d'être très compliqué. Et il risque de le regretter. Comme Jean-Jacques Ekindi, qui lui aussi a beaucoup rêvé en faisant les allers-retours. Parce que malheureusement, lorsqu'on regarde les trajectoires entre Jean-Jacques Ekindi et celle de Célestin Diamène, on se retrouve presque dans les mêmes choses. Que d'espoir et que de rêves brisés. Puisque Célestin Diamène, quittant la France, où il avait été opposant, il a cru aller dans un parti politique et puis il a voulu rapidement mousser comme du tapioca et avant d'être aujourd'hui remis en bouteille parce qu'il est très affamé et qui croit aujourd'hui que parce que Atambanji lui a promis de légaliser un parti politique, que c'est à partir de là qu'il va gagner quelque chose. Mais Jean-Jacques Ekindi a aussi eu un parti politique, le MP, le mouvement progressiste. Donc Célestin Diamène ne sera pas le premier à avoir un parti politique. Célestin Diamène ne sera pas le premier à partir de Paris pour aller au Cameroun, pour aller trahir, pour aller tantôt avec l'opposition et tantôt avec Biya. Non! Célestin Diamène ne sera pas le premier à avoir fait l'université en France. Jean-Jacques Ekindi, bien sûr, avait été présenté, d'ailleurs, beaucoup plus brillant que Célestin Diamène.
comme un polytechnicien, puisque d'ailleurs il a fait l'école française de Arles. Donc quand il arrive d'ailleurs ici, il était vice-président de l'Union nationale camerounaise. Voilà. Donc, exactement, comme c'est le Saint-Germain, qui était ici vice-président du Conseil des Camerounais de la diaspora. Quand Jean-Jacques Ekindi quitte la France en 1970, il arrive au Cameroun. Première des choses, il fait d'abord semblant d'être opposant. Et quand il a vu que ça n'allait plus, il se tape la poitrine en disant « Je vais entrer dans le RDPC ». Il va entrer dans le RDPC en 1985. Le RDPC va le brandir comme un grand trophée qu'il a laissé l'opposition et que maintenant il est avec le RDPC. Mais en 1990, lorsque Jean-Jacques Ekindi voit les mouvements de protestation et surtout le SDF qui sont en train de revendiquer ce que on appelait le retour au multipartisme, Jean-Jacques Ekindi va lui aussi balancer. Et c'est là où il va entrer dans l'opposition. Retour à l'opposition en 1991. Et il va donc créer, en ce moment-là, le MP, son parti politique. Et d'ailleurs, il va se présenter à l'élection présidentielle de 1992. Mais, qu'est-ce que Jean-Jacques Ekindi a eu? Rien du tout. Échec et mat. Jean-Jacques Ekindi va encore faire beaucoup de bruit en se disant que il faudrait qu'il montre ses capacités, qu'il réunisse ceci. En 2004, Jean-Jacques Ekindi, qui se faisait appeler le chasseur de lions, hein? N'oubliez pas son nom, hein? En 91, il a pris le surnom de chasseur de lions. Qu'il va tuer Paul Biya, il va le briser. Il va même prendre les petits morceaux de viande comme ça, manger ça. Il disait le vieux lion. Et on le disait le jeune chasseur. Tous les Camerounais ont rêvé autour de Jean-Jacques Ekindi. Mais qu'est-ce que Jean-Jacques Ekindi est devenu? En 2004, élection, il dit, je me présente. Il prend l'argent à gauche et à droite. À la dernière seconde, il dit, je ne me présente plus, je m'allie à Fundi. Ces militants posent les mains sur la tête, ils disent que, ouais, le père, si. Il dit, non, non, attendez, je me prépare bien pour une prochaine élection. Pour mieux sauter, il faut reculer. Jean-Jacques Ekindi n'a fait que reculer. 2011 arrive. On revoit le même type qui revient avec la barbe de bouc. Il n'est plus le chasseur de lion, il est devenu le bouc. Donc imaginez un bouc face au lion. Jean-Jacques Ekindi va encore collecter de l'argent à gauche et à droite. Il dit, je serai président. Mais au lieu de ça, quelques temps après, Jean-Jacques Ekindi dit, hey, je sens qu'il y a quelqu'un qui m'a trahi. Il y a de la trahison quelque part. Mais comment t'as trahi? Et c'est comme ça que Jean-Jacques Ekindi ne se présente finalement pas à l'élection de 2011. Le même Jean-Jacques Ekindi se replie. Il est avec des gens, il rebondit. Il dit que cette fois-ci, j'ai la maturité. Vraiment, en 2018, là, c'est moi le président. C'est moi le président. Mais en juillet, il réunit les journalistes hein, avec tous les gens qu'il a escroqués à gauche et à droite. Oh, Hilton, il dit, je me présente cette fois-ci pour battre Paul Biya. On est en train d'applaudir Jean-Jacques Ekindi. Le lendemain, on l'appelle. La présidence de la République envoie Grégoire Onaka, appelle-le. Oui,
c'est chaud sur moi. Et après, on lui dit, ça, ce sera encore beaucoup plus chaud. Parce que cette fois-ci, on va couper les vivres. Puisque c'est le gouvernement camerounais qui sponsorisait Jean-Jacques Ekindi pour ce qu'il organisait à Douala. La FIDD, c'est-à-dire que la foire internationale de développement de Douala. La foire internationale de Douala pour le développement. C'est comme ça. Jean-Jacques Ekindi dit quoi? On lui dit, tu as bien suivi. Jean-Jacques Ekindi regarde aussi, surtout que devant sa maison, il n'y avait plus que les vieilles voitures qui ne démarraient même plus. On lui dit, tu veux une voiture? On va t'acheter. Pour l'instant là, ce qu'on te demande, c'est d'aller dire, il semble que tu as mal rêvé, que tu ne peux même pas affronter Paul Biya, que vraiment c'est des... Jean-Jacques Ekindi s'élève. Il revient dire que vraiment, je regrette, je ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. Mieux, je retourne au RDPC comme militant de base. Et vous connaissez la phrase qu'il va mettre? Celui qui disait qu'il ne peut jamais travailler avec Paul Biya. Qu'il devait d'abord chasser Paul Biya du pouvoir avec les lances, les fusils. C'est lui qui est le premier à dire que j'ai bien réfléchi et cette fois-ci, je voudrais m'investir pour mon pays. Je suis prêt à travailler pour le gouvernement, avec le gouvernement de M. Paul Biya. Parce qu'après avoir regardé, je ne veux plus avancer comme un crabe. C'est comme ça qu'il dit. Hein? Je ne veux plus avancer comme un crabe. C'est-à-dire que le crabe va devant et les yeux sont derrière. Et il est prêt à fuir. C'est lui-même qui nous explique cela. Jean-Jacques Ekindi. Jean-Jacques Ekindi a fini toutes les déclarations là. Après avoir demandé ceci et cela et tout ça, il attendait qu'il soit nommé au gouvernement. Depuis qu'il attend là, il est nommé. Est-ce que Jean-Jacques Ekindi est donc nommé au gouvernement? Jean-Jacques Ekindi n'a jamais été nommé au gouvernement. Et de tout ce qui va suivre, on va le traîner. On va le trimballer. Et qui nous promettait donc, qui sera le grand opposant à Paul Biya. L'homme qui nous promettait qu'il allait diriger le Cameroun à 80 ans, sera-t-il président? Voilà donc les rêves brisés de Jean-Jacques Ekindi. Jean-Jacques Ekindi dit qu'il va revenir dans la politique. Mais à quel âge? Parce que vous ne pouvez pas être opposant. Le lendemain, subitement, vous prenez toutes vos idées. Vous les remettez dans un panier. Et vous venez faire comprendre au peuple camerounais que vous vous êtes trompé depuis des années. C'est aujourd'hui que Jean-Jacques Ekindi vient dire au peuple camerounais que vous savez, en tout cas, personne ne peut battre Biya parce qu'il est beaucoup plus organisé. Donc, il ne le savait pas. Il dit qu'aucun parti politique, aucun, c'est lui qui le dit, hein, aucun parti politique au Cameroun n'est présent dans 360 communes, comme le RDPC. Donc, à partir de là, on ne peut donc pas battre le RDPC. Peut-il imaginer le nombre de temps qu'il a perdu au Camerounais? Peut-il imaginer
le mal qu'il a fait à certains qui sont morts, qui croyaient à ses idées, qui croyaient à ses mensonges, alors que lui, il mangeait dans la main du gouvernement. Que sa foire internationale était financée par le RDPC. Peut-il imaginer le mal qu'il fait à l'opposition aujourd'hui? Et comment d'autres se sont inspirés pour essayer de s'accrocher, faire les va-et-vient, tantôt opposition, tantôt régime, tantôt à tel endroit, tantôt à tel autre endroit. Le cas de Jean-Jacques Kini est donc un cas d'école qui nous ramène justement à ce qu'on appelle, à celui qu'on appelle justement Djamena. Djamena n'a rien. Djamena a des poches vides. Djamena n'a jamais voulu être indépendant. Il a trahi ses anciens camarades. Et ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le régime Biya qui va lui permettre de pouvoir avancer. Ceux qui sont en train de dire qu'il suffit de trahir le MRC pour avoir une promotion sont en train de se tromper. J'ai entendu tu les dire que oui, on a débloqué 500 millions. 500 millions pour débaucher les militants de base ou les cadres du MRC et que d'autres suivront. Nous connaissons cette chanson-là. Mais sauf qu'en réalité, après vous avoir débauché, ils ne vont pas honorer leur engagement. C'est des bandits. Ils ne vont pas revenir vous dire que voici les engagements que nous avons eu à prendre. Et après, lorsque vous verrez que Célestin Djamena sera déjà périmé, que Célestin Djamena sera déjà jeté, vous avez un autre cas. Celui qu'on appelle Célestin Bédigui. Célestin Bédigui est la photocopie, lui aussi, de Jean-Jacques Kini. Les opposants corrompus, les opposants rêveurs, les opposants démagogiques, les opposants qui mangent dans tous les ateliers, les espoirs perdus. Parce que quand vous regardez le cursus de Jean-Jacques Kini, il ne vaut rien par rapport au cursus de Célestin Bédigui. Célestin Bédigui, dès qu'il s'assoit sur un plateau télé, mais ce sont les titres que tu vas voir, que tu vas entendre. Il va te dire que non seulement le président du PAL, mais il a créé ou trading groupe PAL, machin, aux États-Unis, à Wall Street, en 2008, qui va apporter des investisseurs en Afrique. Vous allez même croire qu'il est l'ami intime de Donald Trump. Vous allez croire qu'il est le camarade de classe de Barack Obama. Il va même vous dire que Joe Biden là, c'est son cousin germain. C'est Célestin Bédigui. Il va vous parler de tous les diplômes. Effectivement, il en a beaucoup. Puisqu'il en obtenait même en une seule année, peut-être 10 en une année, hein, tellement il était brillant. Vous allez entendre que après le HEC à Paris 9e, à Dauphine, à l'université de Dauphine, au 9e arrondissement, Célestin Bédigui va vous dire que après, c'est le Théolo MBA, après il va vous dire que ce n'était pas seulement ça. Et il va même encore vous dire qu'il a eu autre chose de beaucoup plus grandiose, qui était le doctorat
en économétrie. Doctorat en économétrie, hein. Pas seulement en économie, hein, en économétrie. Vous savez, c'est des choses un peu plus compliquées. Mais Célestin Bédigui est celui qui est dans l'opposition et ruine l'opposition depuis des décennies et des décennies. Célestin Bédigui est celui qui a un pied tantôt dans l'opposition et surtout un pied et demi dans le gouvernement. Parce qu'il joue le rôle d'espion. Vous avez pu le constater. Célestin Bédigui a été le premier appelé régional à dire que le RDPC a utilisé tous les moyens de corruption pour remporter l'élection et particulièrement à la Lekki. Et pour cela, il est le premier à radier à lui un de ses collaborateurs qui devrait s'appeler Bonaventure Misanga Ohadja. Il a accusé ce monsieur d'avoir eu des accointances, d'avoir été corrompu par le RDPC et c'est ce qui lui a fait échouer l'élection. Et bien sûr, ceux qui sont naïfs peuvent croire en de telles affirmations, en de telles assertions qui valent pratiquement la calomnie. Célestin Bédigui, que peut-il dire depuis les années 90 où il est dans l'opposition, où il était aux États-Unis, où il infiltrait tous les mouvements? Rien. Il n'a fait que vendre l'opposition sur le plateau d'or, en faisant semblant d'être un opposant virulent. Mais, malgré toutes les promesses, a-t-il été nommé ministre? Il a pourtant écrit à Paul Biya pour demander pardon. Vous vous rappelez très bien qu'à l'élection 2018, Célestin Bédigui était celui-là qui a dit non seulement il apportait son soutien à Paul Biya, mais qu'il offrait à Paul Biya 500 000. Il accuse maintenant son camarade d'être avec le RDPC. Publiquement, Célestin Bédigui a dit j'offre 500 000 à M. Paul Biya. Il s'est désolidarisé de l'opposition. D'où sortait-il les 500 000? En réalité, c'est encore les Atanganji et autres qui avaient négocié un peu d'argent pour lui, en lui disant, tu te désolidarises de l'opposition, tu les abandonnes et tu viens faire cette déclaration, puisqu'il était fauché. Il avait quel emploi? Rien, puisque même l'emploi qu'il a aujourd'hui, c'est à peine un an qu'il est conseiller municipal et maire adjoint de Mounatélé. Donc, il n'a jamais été un homme politique, il ne peut pas justifier ses revenus. Mais il a fonctionné par la trahison. La trahison, tout et chacun saura combien de gens Célestin Bédigui a lui à liquider. Comme je sais qu'avant la mort de Pius Ndawi, du messager, il avait tenu une réunion avec Célestin Bédigui. Comme je sais, par exemple, que dans la même réunion, il y avait Gerandine Mbara, qui a été enlevé par le régime. Et même quand il était avec le messager, tous ces journalistes qui sont morts,
Mais Célestin Bédigui n'est jamais mort. En réalité, c'est parce qu'il était en mission. En 92, quand il dit qu'il devient maintenant un leader de l'opposition, n'oubliez pas que ce monsieur avait été envoyé par le cabinet civil pour infiltrer l'opposition. Et quand il infiltre l'opposition, il va réussir même à devenir vice-président de l'UNDP. Et il va même devenir presque le porte-parole de l'opposition. Ne l'oublions pas. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous saviez que dans ces rapports, ses plus grands amis, c'était qui? C'était René Ouna, Barbadure, le bras armé et criminel de Paul Biya. Son deuxième parent, c'était qui? C'était Emma Basile, l'ancien délégué du gouvernement de Yaoundé, qui rencontrait Biya presque chaque semaine et lui donnait la situation. Donc, Célestin Bédigui n'a jamais été dans l'opposition. Et pour d'ailleurs saccager cette opposition, il a fallu qu'il vienne d'abord encore jouer les espions auprès d'Akere Mouna qui avait créé le mouvement Nord. Et là, Baba, il dit, le PAC va soutenir le mouvement Nord. Vous avez pu constater que le PAC n'a pas été soutenu, que le mouvement Nord d'Akere Mouna n'a jamais été soutenu par le PAC. Il a fallu plutôt que Akere Mouna aille chercher un autre parti politique. Alors que Célestin Bédigui était déjà venu soutirer de l'argent. Voilà les opposants. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent le changement. Quand tu vois l'argent du Covid ou bien le matériel du Covid de Maurice Kamto, il court, il prend. Quand tu vois Paul Biya, il court. Quand tu vois un ministre, il court. Comment on peut donc fonctionner avec des opposants de cette envergure-là, des caméléons comme ça, mais qui cependant sont les premiers à venir dire que oh, il y a eu corruption, il y a eu ceci et cela. Lorsqu'on voit la même chose avec celui-là, le jeune Cabral Libby, tout un chacun a vu, lorsqu'il fallait la coalition de l'opposition, il n'a fait que fuir. Fuir à gauche, fuir à droite pour ne pas participer. Parce que son parent était bel et bien là, Grégoire Rona. Je vous ai donné de comment il a reçu de l'argent. Il n'y a jamais eu de jeunes qui se sont mobilisés pour cotiser. On ne peut pas cotiser jusqu'à obtenir 30 millions ou 35 millions. Non, ce n'est pas possible. Et je vous avais dit aussi, l'affaire qu'il avait eu, les magouilles ou bien ce qu'ils avaient avec Nkoulou non. Mais ce sont ces gens qui prennent l'argent du gouvernement, qui vont encore accuser le jeune Espoir, Joseph Espoir Billon, d'être tombé plutôt dans des collisions avec un autre opposant. Vous voyez donc leur vrai jeu. Leur vrai jeu, c'est qu'ils ne sont pas des opposants. Ils sont des opportunistes. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans leur communication, ils disent, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes de la proposition. Et vous proposez quoi? Proposition, c'est-à-dire que c'est plutôt vous, on vous propose. Que vous voulez combien de millions? Après, on vous donne ça. Après, vous essuyez la bouche, vous mangez. C'est terminé. Voilà comment fonctionnent donc des gens comme ça. Qu'est-ce qui, avant l'élection, les élections régionales, j'avais fait un Facebook. Je vous avais dit que ce sera la déculottée. Parce que je vous avais dit qu'à Tanganji et le régime allait actionner un autre levier en ressuscitant l'UPC pour venir contrecarrer Cabral Libby. Puisque pendant l'élection présidentielle, on voulait absolument écarter Maurice Kamto. On a dit à Cabral Libby, tu vas jouer ce rôle-là. Il a accepté.
pour contrecarrer Maurice Kamto. Après avoir joué ce rôle-là, lorsqu'il a cru qu'il était bien arrivé, à Tanganji et les autres ont dit, bon, on le ramène sur terre. On a envoyé Eva ici là-bas. Eva ici est arrivé dans l'oignon et Kélé. Or, Cabral, lui, il avait déjà pris, il avait déjà commis même d'autres erreurs, telles que le maître de Mapupi et d'autres, qui lui avaient donné de l'argent pour se positionner. Et les militants de base avaient dit, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas nous ramener un dictat de cette envergure-là. Et quand Grégoire on est arrivé, il se faisait trop tard. C'est pleure donc aujourd'hui qui nous explique ses relations avec Grégoire Ouna, avec le régime, et non d'accuser le jeune Joseph Junior Billon, qui lui plutôt est honnête, et qui a dit que l'opposition doit se donner des mains et non se combattre. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de combattre le régime, ceux qui prétendent être des opposants n'ont qu'un seul parti politique. Ils ne vont pas vous dire que sur le plan économique, on va faire ceci. Sur le plan politique, on va faire ceci. Sur le plan social, on va faire ceci. Dès qu'on lui donne le micro opposant, boum, ils font comme Paul-Éric Kinguet. Ouais, Maurice Kamto, vraiment, je suis fâché. Je ne vais jamais le laisser. Parce que voilà quelqu'un qui a voulu me tuer. Oh, Maurice Kamto, tu vas me sentir. Tu as gâché ma vie. Je regrette 10 mois de prison à cause de toi. Je me réjouis à Tanganyika. Je demande pardon à Probia. Paul-Éric Kinguet, alias Zakouliba. Oui, Zakouliba. Parce que ce type, ou c'est un comique, ou c'est un politicien, lorsqu'il parle d'un certain nombre de choses, il n'a jamais été un opposant. Je vous ai aussi dit cela. Il était du RDPC. Et parce qu'il fonctionnait avec Fauchivet, c'est pour cela qu'on lui a donné la mairie. Paul-Éric Kinguet n'a jamais été, je le répète, un opposant. Paul-Éric Kinguet a toujours été un infiltré. J'ai parlé ici la dernière fois et j'ai donné un certain nombre d'informations concernant Paul-Éric Kinguet et son fameux don de 20 millions de francs CFA des mains du très généreux Paul Biya. Jusqu'à présent, j'ai attendu que Paul-Éric Kinguet apporte des éléments pour me contrecarrer. Parce que je lui ai dit, je voulais d'abord savoir par quel moyen son courrier est arrivé à la présidence de la République. Je voulais savoir où était le courrier de Paul Biya qui lui a été adressé. Et sa propre lettre, puisque lorsque vous déchargez, quand même, vous avez une photocopie. Je voulais savoir par quel moyen il a reçu les 20 millions de francs CFA dont il parle tant. Mais, à ma grande surprise, Paul-Éric Kinguet a été incapable de m'apporter des réponses dessus. À ma grande surprise, il a plutôt eu à se verser dans la calomnie, le dénigrement. Paul-Éric Kinguet, parce qu'il était donc coincé par des questions simples, a même eu à me traiter de pays. Sur sa page, avec ses faux profils, puisqu'il ne fonctionne qu'avec ses faux profils, il m'a donc insulté. Je l'ai toujours dit, lorsque quelqu'un veut démontrer quelque chose sur moi, venez et dites que je suis pédé avec elle. Est-ce que je suis pédé moi seul? Donc je couche avec moi-même.
Mais jusqu'à présent, moi, je peux au moins encore prouver et devant le monde entier que non seulement je suis un homme complet, mais aussi que je suis marié et qu'une femme n'a pas eu à m'abandonner. Et que je suis un père d'enfants responsable. J'attends que quelqu'un apporte un début de preuve, que ce soit une photo, que ce soit un texto, que ce soit une conversation audio. Paul-Éric Kingé, qui est donc un bandit, qui est un assassin, qui devrait nous expliquer comment est-ce que l'apéro a disparu et qui devrait aussi nous dire comment il est arrivé au MRC, n'a pas trouvé des arguments ou même des arguties pour pouvoir me répondre. Mademoiselle Paul-Éric Kingé, avec sa grande grossesse, donc, n'a pas pu me prouver quoi que ce soit, mais bien au contraire, a fui le débat. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que, comme je l'ai dit, il avait une émission au MRC. Tuer Maurice Kamto ou tuer le MRC. Paul-Éric Kingé n'a jamais été là pour Maurice Kamto. Il était là pour le piéger. Et lui-même le dit. Puisque au départ, il insulte Maurice Kamto avant de se rapprocher à lui. Ou finalement, on fait de lui un directeur de campagne. Mais par la suite, lui-même va déclarer que, enfin, le 21 octobre, il le déclare dans une interview avec notre confrère Paul Tchouta, qui est actuellement en prison, que le 21 octobre 2018, après l'élection présidentielle, ils se sont réunis à Oudja, au siège du MRC, où, bien sûr, il a été proposé à Maurice Kamto de former un gouvernement en nommant les ministres. Et il dit qu'ils étaient 37. Il avait donc réussi à convaincre 36 personnes, plus lui-même, que Maurice Kamto doit former un gouvernement pour faire le bras de fer, qu'il devait nommer les ambassadeurs et qu'il devait recruter les paramilitaires. C'est Paul-Éric Kingé qui le dit. Sauf que, après avoir raconté cela, Maurice Kamto avait refusé de rejoindre cette fraction en se disant qu'il était un légaliste et qu'il ne pouvait pas se lancer à ça. C'est pour ça que Paul-Éric Kingé, lorsque Maurice Kamto organise les marches blanches du 26 janvier 2019, va 2 jours avant déclarer toujours sur le site du 4e pouvoir, interviewé par le même Paul Tchouta, que non, lui ne prendra pas part aux marches. Parce que Maurice Kamto n'a pas accepté l'idée qu'il avait donnée. Donc lui, il voulait une révolution violente. Il voulait qu'on renverse le pouvoir. Et il fallait passer par la force. Et comme Maurice Kamto n'a pas voulu, donc il se désengage. Il faut donc dire que depuis le 21 octobre, Paul-Éric Kingé lui-même dit qu'il n'avait plus jamais vu Maurice Kamto. Or, quand on arrête Maurice Kamto, les Albert Zonga et autres, subitement on entend que
On a arrêté Maurice Kamto, les Pender Koka, les Albert Zonga. Mais on les a arrêtés à Douala. On est revenu avec la Yaoundé. Mais Paul-Éric Nguyen, lui, il est arrêté à Yaoundé. Et il n'était pas à la poste centrale. Ce n'est pas à Yaoundé qu'on l'arrête à la poste centrale, qu'il marchait. On va l'arrêter selon ses déclarations. On va l'arrêter à Bastos, devant un supermarché. Donc, je me tais de donner le nom pour éviter la publicité. Mais entre-temps, pour se retrouver dans ce supermarché-là, pour mieux jouer, il dit qu'il était d'abord au restaurant à Chinga avec un autre militant du MRC, le bon d'Achua, et qu'ils se sont séparés là-bas, et il avait encore rendez-vous avec Paul Chouta. Et c'est là où on va le prendre. Personne n'a vu comment on l'a arrêté. Lui seul sait comment il a fait pour s'arrêter là-bas et se faire arrêter. Il n'avait pas marché. Il n'était pas à Douala. Il avait déclaré 2 jours avant qu'il ne pourra pas marcher. Comment il s'est donc retrouvé, être arrêté, conduit non seulement à la police judiciaire, puis au GSO, avant de retrouver directement Maurice Kamto, rien qu'à la prison principale, même cellule. Je vous avais dit ça. C'est là donc où tout le plan était parti avec non seulement le délégué général de la Sûreté nationale, et aussi avec Atanganji. C'était un plan bien coordonné. Et quand il va arriver là-bas, il va jouer son rôle. Donc, il n'a jamais été arrêté. Quand il dit qu'il a passé 10 mois en prison à cause de Maurice Kamto. Mais tu n'étais pas avec Maurice Kamto. On ne t'a pas arrêté pour Maurice Kamto. Tu ne marchais pas. Tu te retrouves en prison, dans la cellule de Maurice Kamto. Et tu oublies que tu as passé 8 ans en prison par le même gouvernement. Et tu dis que c'est les 10 mois-là qui sont beaucoup plus pénibles pour toi que les 8 ans que tu as fini, que tu as passé en gouvernement pour l'affaire du PHP. Est-ce que c'est logique? La seule logique, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, comme lui-même, il avait déclaré que avant qu'on l'arrête, il avait sommé l'État du Cameroun par Paris. C'est Paris, hein, qu'il a envoyé ses avocats faire la mise en demeure à l'État du Cameroun. Et lorsqu'ils ont fait la mise en demeure, il avait déclaré que à partir du 22 février 2019, si jamais l'avion de Paul Biya se place à l'étranger, on va saisir cet avion-là. Jusqu'à ce qu'on lui paye ses 6 milliards. Et c'est comme ça donc qu'on lui dit que, pour qu'on te paye les 6 milliards-là, va d'abord encore travailler auprès de Kamto. Cherche soit à le descendre, soit à nous le livrer. On ne peut pas être un opposant aujourd'hui et avoir autant d'aigreur avec ton camarade de cellule, alors que tu n'as même pas connu les malheurs. Quand tu étais dans cette prison-là, c'est lui qui te donnait à manger. Lui n'avait pas de femme. Il n'avait rien. En dehors de l'argent que Grégoire Ona lui envoyait par le touchement d'un président d'un syndicat fantoche pour les marchés publics dont je vous ai donné le nom la dernière fois. Et qui venait remettre cet argent-là. Il mangeait la nourriture de Madame Kamto. Et il a oublié tout ça. Il ne se rappelle plus de tous les malheurs qu'il a connus lorsqu'il a été arrêté par le même régime. Ce régime, à cette époque, Paul-Éric Nguyen,
qui se faisait appeler à l'époque Paolo Makossa. Quand il était d'abord au lycée de Konsamba avant d'aller puis au lycée de Bafoussam. On l'appelait Paolo Makossa. Hein? Parce que, mince, vous voulez voir pour les Kingé. Le derrière que vous voyez là, il secoue ça. Tu vois comment les fesses bougent comme ça là. Tout le monde rigole. C'est, pour les Kingé, c'est Zakoub là. Parce que j'ai vu Zakoub là ici. Hein. Ah là là, non. Pour elle là, elle sait mettre son derrière en valeur au Stade de France. C'est un concert de Yannick Moi. Au moins, elle, c'est une femme. On a vu comment est-ce que quand elle commençait à secouer ça au Stade de France, je voyais comment tous les blancs faisaient wow! Donc, pour les King, le seul atout qu'il avait, c'est secouer les fesses là. Quand il disait qu'il était musicien. Comme les femmes, hein? Vous voyez que quand les femmes dansent là, elles tournent toujours le derrière. Pour les King, un homme, on vient de montrer comment est-ce que tu es bon baraquet devant. Donc, on lui montre le derrière. Heureusement, j'ai même dit qu'elle ne veut plus parler de Corona. Autrement dit, j'allais sortir des missiles. Mais je me tais. Voilà donc comment est-ce que ce type, lorsque par pitié, est accepté par une femme qui va devenir son épouse et d'ailleurs qui va fuir le mariage. Oui. Paul-Éric Kingé doit nous expliquer pourquoi sa femme est partie. Il nous a dit que c'est parce qu'il était en prison. Ce n'est pas Maurice Kamto qui avait donc fait que, à la première prison, que Paul-Éric Kingé perde son enfant. Et surtout, il a connu un autre drame. Le seul enfant dont il se vantait, qu'il était parti négocier dans des circonstances qu'on ne voudrait pas dire, qui n'avait aucune ressemblance avec lui, et qui lui-même, il avait appelé Paul-Éric Kingé Junior. Il est mort quand il était en prison. Il est mort, je crois que c'était le 8 mars. C'était un jour de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars 2011, Paul-Éric Kingé avait demandé au gouvernement qu'il voulait aller enterrer son fils. Le seul enfant dans sa carrière qu'il revendiquait, hein, qu'il est parti prendre par faveur, hein, parce que je ne vais pas vous dire comment est-ce que cela a été fait. Il a négocié. Mais il n'a pas pu être libéré. Et quand il est sorti de la prison, et d'ailleurs même jusqu'en 2017, il a fait un poste en disant, sur la tête de mon fils, jamais je ne pourrai te décevoir. Je vais me battre contre les injustices, contre ce gouvernement, parce que c'est à cause de ce gouvernement que tu es mort étant abandonné, que j'ai perdu mon épouse. Ce n'était pas, il ne connaissait pas Maurice Kamto. Non, il jure contre le gouvernement. Et aujourd'hui, il vient dire merci à Paul Biya pour 20 millions. 20 millions en 10 jours promo. Hein? Tu as fait comment? Pour l'école, à la télévision, sur Internet. Mais chez lui, il dit que c'est pour les élèves de chez lui. Mais est-ce qu'il y a Internet? Est-ce qu'il y a même l'électricité chez toi? Pour les Kingé. Il n'y a pas d'électricité. Même en Bangalore, tu dis que tu avais dit que tu avais promis à la Piro que c'était à côté de chez toi. C'est dans le Mungo. On sait que dans le Mungo, il n'y a pas d'eau et d'électricité depuis 10 ans. Donc, la préoccupation de Paul Biya, c'est de donner des bancs aux écoles, de donner de l'eau. C'est de te donner l'école par Internet à la télé. Il faudrait donc acheter les mégas pour aller sur l'école chez Paul-Éric Kingé, dans sa télé, installée à Yaoundé. Il a oublié son fils. Il a oublié la femme qu'il a abandonnée. Maintenant, le problème, c'est Maurice Kamto, l'opposant. Et au-delà de ça, pendant qu'il était en prison, dernièrement, tout l'argent qu'il pouvait avoir
C'était pour négocier quoi? Pour négocier avec une jeune étudiante. Lui dit qu'il n'a pas eu l'argent en prison. Comment il envoyait l'argent à cette jeune étudiante? Et pourquoi? C'était parce que cette étudiante-là avait un enfant que Paul Éric voulait acheter. Et il envoyait 7 amis dont je vous ai parlé. Du syndicat, des marchés publics et tout ça. Qui partaient remettre de l'argent. Et puis, quand il sort de la prison, il va aller, il dit, bon, maintenant, le contrat honoré. La fille a dit, j'ai bien réfléchi, je ne vends pas mon enfant. Soit, tu vas me prendre avec mon enfant et comme ça, je vais me calmer. Il dit non. Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi? C'est toujours à cause de Maurice Kamto. Je te pose aux femmes pourquoi? De quoi on a qu'à donner quelle interdiction? Faut qu'on parle. Voilà donc l'enfant que Paul Éric est en train de négocier pour acheter à son âge, à ce jeune âge-là. La capacité de faire un enfant, si on ne peut pas diriger une famille, si on n'est pas capable de faire, de toutes les façons, d'autres peuvent avoir une certaine incapacité sur le plan biologique, je ne vais pas me moquer d'eux, mais qu'on aille en tant qu'homme politique, vouloir voler même cet enfant, vouloir organiser les kidnappings, au point que la fille soit obligée de s'enfuir. Voilà donc le grand opposant. Ces opposants qu'on vous présente uniquement qui s'opposent à Maurice Kamto, qui s'opposent au développement et qui sont toujours les amis du gouvernement. Un gouvernement qui ne permet pas le développement. Ce n'est pas à cause de Maurice Kamto qu'il n'a pas eu le truc de Pouzolan, la carrière. Ce n'est pas à cause de Maurice Kamto qu'il n'y a pas de route chez lui. Ce n'est pas à cause de Maurice Kamto que les investisseurs ne viennent pas chez lui. Ce n'est pas à cause de Maurice Kamto qu'il n'y a pas le grand mal chez lui. Et ce grand